Il y a quelque chose que personne ne veut admettre. Le prix de ne pas mettre de limites se paye en tranches quotidiennes d'anxiété, de fatigue et d'auto-trahison. On nous a appris à être compréhensifs, à céder, à nous taire pour la paix ou par affection. Mais on nous a que rarement avertis du coût psychologique de s'habituer à avaler les mauvais traitements, le mensonge ou la manipulation, juste parce que celui qui les exerce est quelqu'un de proche. Le respect de soi n'est pas négociable, même pas par le sang ou par une histoire partagée. Il y a une ligne que, si tu permets aux autres de franchir, te fragmente de l'intérieur. Le stoïcisme le dit clairement. Ton esprit, ta dignité et ta volonté sont ton domaine. Et personne n'a le droit d'occuper ce territoire sans ton consentement. Tu n'es le bouet émotionnel de personne, ni le réceptacle des culpabilités des autres, ni le sac de frappe des frustrations d'autrui. Mettre des limites n'est pas de la cruauté, c'est de la justice envers soi-même. Et s'il faut élever des murs, on les élève. S'il faut perdre des liens, on les perd. Parce que porter des dynamiques toxiques est une dette intérieure qui ne mérite pas de continuer à croître. Il faut entraîner le filtre, détecter le mensonge déguisé en préoccupation, la compétition déguisée en blague, le contrôle enveloppé d'affection. Défendre ta paix est un acte de discipline, pas d'égoïsme. Personne ne va protéger ton bien-être si tu ne le fais pas d'abord. La dignité se défend, elle ne se mendie pas. Si cela fait mal de mettre des limites, il est encore pire de vivre sans elles. 1. Établis des limites claires sans exception. La vérité est celle-ci. Si tu ne mets pas de limites claires, tu deviens complice de ton propre épuisement. Il n'y a aucune excuse qui le justifie, ni amour, ni histoire partagée, ni peur de la réaction des autres. Laisser passer un manque de respect, même si c'est juste cette fois, est le premier paiement d'une dette qui se multiplie. Chaque exception que tu permets ouvre la porte à des exigences supplémentaires. Ce n'est pas une exagération, c'est le mécanisme réel par lequel l'abus et la manipulation se normalisent. Il faut cesser de se mentir en croyant qu'être flexible ou compréhensif évitera les conflits ou te fera plus apprécié. Les gens ne respectent pas ceux qui effacent leurs propres limites chaque fois que quelqu'un les franchit. Je te le dis sans détour. La tolérance infinie n'est pas une vertu, c'est une trahison de soi. Beaucoup se cachent derrière des phrases comme « c'est sa façon d'être »,« c'était sûrement sans le vouloir » ou « je ne veux pas créer de problème ». Mais qui paye le prix de ces silences? C'est toi, avec ta tranquillité, avec ton estime de soi, avec ce poids constant de sentir que tu donnes plus que tu ne reçois, que tu supportes ce que tu ne devrais pas supporter. La limite est inconfortable, car elle implique de dire jusqu'ici, même si la voix tremble. Elle implique de supporter l'inconfort de la culpabilité imposée, des regards qui t'accusent d'exagération ou de froideur. Mais cet inconfort est le prix de la liberté intérieure. Personne ne défendra ta dignité à ta place. Si tu ne délimites pas ce qui est inacceptable, il y aura toujours quelqu'un prêt à le franchir. Ne confonds pas compassion et soumission. Il n'est pas noble de sacrifier ton bien-être pour maintenir des liens qui t'épuisent. Mettre des limites est un filtre qui révèle qui te respecte vraiment et qui se contente de profiter de ta peur du conflit. Si quelqu'un est offensé par ce que tu t'affirmes, cette relation était déjà déséquilibrée depuis longtemps. Les justifications émotionnelles sont le piège parfait pour continuer à supporter l'intolérable. Mais la réalité est simple. Ce que tu permets une fois, tu le signes pour toujours. Le respect s'exige, il ne se mendie pas. Ne te laisse pas tromper en croyant que le temps arrangera les choses. Reporter la limite ne fait qu'étendre l'épuisement. Personne ne change parce que tu t'adaptes davantage. Il faut apprendre à dire non et à maintenir ce non même si la pression augmente. La dignité ne se négocie pas. Chaque fois que tu cèdes, des parties de toi se fragmentent et la reconstruction coûte plus cher. La ligne emblématique ici est claire. Cède une fois et tu perdras 10 fois. Il n'y a pas de santé mentale possible dans l'auto-anéantissement. La limite est ton bouclier, pas ta prison. Ne justifie pas la malhonnêteté répétée. Tu vas chez quelqu'un de proche,
Tu dînes avec la famille, les conversations coulent entre rires et commentaires inoffensifs, mais tout à coup, tu remarques une histoire racontée à moitié, un détail omis, une version différente de celle que l'on t'a donnée la semaine dernière. Ce n'est pas la première fois. Parfois, c'est un petit détail, d'autres fois, c'est une question importante. Mais la réaction automatique est de minimiser, de te convaincre que ce n'est pas si grave, que peut-être tu as mal compris ou que n'importe qui peut se tromper. C'est ainsi que commence le mécanisme. Ton esprit cherche des raisons pour adoucir l'inconfort, pour éviter le conflit de confronter quelqu'un que tu apprécies. Intérieurement, la négociation commence. Je ne veux pas avoir l'air paranoïaque, mieux vaut ne pas en faire tout un drame, c'était sûrement pour une bonne raison. C'est là que tu te pièges. Chaque fois que tu justifies un mensonge répété, même avec des excuses bienveillantes, ton cerveau normalise la tromperie et entraîne ta tolérance à la trahison. La confiance, qui devrait être un pilier, devient un pari incertain. L'anxiété surgit de ne pas savoir quand quelque chose sera vrai et quand ce ne sera qu'une version commode. Le coup psychologique est réel, la vigilance constante commence, l'analyse des mots et des gestes, le poids de sentir que rien n'est vraiment solide. La malhonnêteté répétée n'est pas un accident, c'est un choix. Celui qui ment une fois peut se tromper. Celui qui le fait plusieurs fois montre un schéma. Et ce schéma ne se brise pas parce que tu cherches des explications, mais parce que tu décides de ne plus l'accepter. L'autotromperie ici est le pire ennemi. Tu te dis que c'est pour éviter le drame, pour protéger le lien, mais en réalité, tu te protèges simplement de la douleur d'accepter que quelqu'un de proche te déçoit. Il est plus confortable de penser que tu exagères, que tout a une raison cachée, que personne n'est parfait. Mais ce filtre déforme ta perception et affaiblit ton estime de soi. Maintenir une relation où l'honnêteté est optionnelle est un investissement émotionnel qui entraîne des pertes. La tranquillité ne peut pas coexister avec le doute constant. Demande-toi combien d'énergie tu dépenses à revoir des conversations, à rassembler des pièces pour comprendre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Cet investissement de temps et de santé mentale devient une dette impossible à rembourser. Tu n'es pas obligé de tolérer la tromperie ni de la justifier pour préserver l'harmonie. Si tu cèdes ici, tu t'habitues à vivre sur un terrain instable. La vérité. Celui qui te respecte ne te cache rien. L'honnêteté est le sol solide de toute relation authentique. Ne te rabaisse pas à accepter moins. Défendre ta paix n'est pas de l'égoïsme, c'est une survie psychologique. Ligne iconique. Le mensonge répété est une fracture dans le caractère de celui qui le tolère. Il faut choisir l'inconfort de la vérité plutôt que le faux réconfort d'une relation basée sur des mensonges. Si tu dois justifier l'injustifiable, tu as déjà perdu trop. 3. Évalue ton temps, exige de la réciprocité. Parfois, je ressens une gêne si précise qu'elle ressemble à une confession embarrassante. Il y a des moments où je remarque, presque comme une alarme interne, que je consacre mes heures, mes idées et même mon énergie émotionnelle à des personnes qui à peine le remarquent. Et ce n'est pas de la colère, c'est un mélange amer de conscience et de résignation. Comme si je payais des factures avec du temps que je ne vais jamais récupérer. Il est facile de se tromper en croyant que la générosité est toujours une vertu, que céder de l'espace, de l'attention et de la disponibilité est un signe de maturité émotionnelle. Mais c'est l'une des tromperies les plus coûteuses de la vie adulte. La réalité est que le temps que tu donnes à quelqu'un est un investissement, et quand il n'y a pas de réciprocité, ce qui semble être un don se transforme en abandon de soi. Ici, je ne parle pas seulement de relations amoureuses, je parle d'amitié, de famille, même de ces engagements sociaux où tu donnes et donnes, espérant qu'un jour l'équilibre viendra simplement par logique. Mais l'équilibre n'est pas automatique. La réciprocité n'est pas une récompense pour un bon comportement, elle doit être exigée clairement et maintenue avec cohérence. Lorsque tu permets qu'on te confonde avec une ressource inépuisable, tu commences à remarquer les symptômes. Réponse tardive, plan où tu es toujours l'option de dernier recours, conversation où tes problèmes occupent la dernière place. Le mécanisme est subtil, mais il t'entraîne à accepter moins que ce que tu mérites. Cet entraînement mental est dangereux. Une fois que tu t'habitues à ce que ton temps vaut moins, le reste se contamine de la même manière. L'estime de soi baisse, la patience s'épuise, et tu finis par sentir que demander de la réciprocité est demander trop. Mais voici la ligne emblématique.
Le temps que tu offres ne revient pas et n'est pas remercié. Il faut accepter que tout le monde n'évalue pas de la même manière. Et exiger de la réciprocité n'est pas de l'égoïsme, c'est une justice basique. Chaque fois que tu cèdes ton attention à ceux qui ne la méritent pas, tu renforces un schéma de déséquilibre qui ne fait qu'augmenter. Il ne s'agit pas de compter les minutes, ni de chercher une symétrie mathématique, mais d'observer si la monnaie d'échange est le respect et la présence, pas l'habitude ni l'obligation. La stratégie ici est de cesser de justifier le déséquilibre avec des explications compatissantes. Il ne s'agit pas de devenir calculateur, mais de reconnaître que ton temps est limité et que le donner sans critères clairs, c'est permettre aux autres de le mépriser. Le respect de son propre temps est un filtre. Celui qui ne l'évalue pas, n'évalue pas non plus ton essence. La réciprocité n'est pas une exigence capricieuse, c'est la base de tout lien sain. Lorsque tu t'habitues à donner trop et à recevoir trop peu, l'épuisement devient une routine et la frustration une norme. C'est pourquoi la décision la plus difficile et la plus libératrice est de commencer à choisir avec qui et pourquoi tu investis tes minutes. Ligne emblématique. Évalue ton temps et les autres le feront, ou tu perdras tout. Tu n'as pas à donner d'explication pour protéger ton énergie. Le respect commence par la façon dont tu gères ta propre vie. Et exiger de la réciprocité est la manière la plus convaincante de préserver ta dignité. 4. Le respect de soi est non négociable. Il y a une sensation aussi physique que mentale lorsque vous manquez de respect envers vous-même. C'est comme enfiler une chemise qui n'est pas à votre taille, sentir chaque couture vous serrer et ne pas pouvoir l'enlever, parce que, d'une manière absurde, vous croyez que c'est votre seule option. Dans le miroir, vous ne remarquez pas la différence immédiatement, mais les gestes se tendent. La main qui hésite avant de se défendre, le dos qui se courbe un peu plus chaque jour, le regard qui évite le contact lorsque quelqu'un franchit la ligne. C'est un processus silencieux, mais évident, comme voir la peinture d'un mur s'écailler peu à peu sans oser la repeindre. Le respect de soi n'est pas un accessoire, ni un vêtement que vous pouvez changer selon le climat. C'est le seul véritable manteau contre le froid de l'indifférence des autres et de l'auto-anéantissement. Certains croient que céder de petites parties d'eux-mêmes, laisser passer le commentaire blessant ou accepter le traitement inégal est une façon d'être mature, de prouver qu'ils peuvent tout supporter. Mais, en pratique, chacune de ces minutes de trahison de soi s'imprime dans le corps. Épaules affaissées, un nœud dans l'estomac, insomnie persistante. Cela se remarque dans les silences forcés à la table familiale, dans le rire fin lorsque quelqu'un vous rabaisse en déguisant l'attaque en blague, dans la fatigue qui ne disparaît pas même après des heures de sommeil. Ce n'est pas un hasard si les personnes qui posent des limites claires dégagent une présence différente, presque palpable. Elles ne parlent pas plus fort, elles ne s'imposent pas par la force. On le remarque dans leur façon d'être, dans la manière dont elles s'asseyent sans se recroqueviller, dans la voix ferme, même si elles disent peu de mots. La dignité se voit dans des détails minimes. Elles ne baissent pas le regard, elles ne se justifient pas sans raison, elles ne demandent pas la permission d'exister. C'est un langage corporel et mental qui dit « Ici, c'est ma limite ». Et ce message est impossible à négocier, car celui qui essaye se heurte, inévitablement, à une barrière réelle. Le respect de soi est la ligne qui n'admet ni remise ni marchandage. Permettre aux autres de décider combien vous valez est le pire marché que vous puissiez accepter. Personne ne va vous rendre le temps, l'énergie, ni l'identité que vous offrez par peur du conflit. La vie se résume, bien souvent, à une séquence de choix inconfortables. Mais aucun choix n'est aussi coûteux que de renoncer à soi-même pour plaire ou appartenir. Ici, la ligne emblématique est simple. Le respect de soi est une frontière, pas une porte tournante. Vous n'avez pas à réexpliquer à quiconque pourquoi vous prenez soin de vous, pourquoi vous ne tolérez pas ce qui vous fait du mal, pourquoi vous choisissez le silence plutôt que l'humiliation. La liberté commence le jour où vous décidez de ne pas négocier votre valeur
avec qui que ce soit. Et cette décision se manifeste dans de petits actes. Dire non, s'écarter à temps, rester ferme lorsque l'on essaye de vous façonner selon leur manque. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la santé mentale. Celui qui se respecte ne demande pas la permission d'être en paix. Il la défend simplement, une décision à la fois. 5. Ne tolère aucune forme de violence. La violence, sous n'importe quelle forme, est une ligne qui ne se négocie pas. Peu importe si elle se camoufle derrière des blagues lourdes, des sarcasmes blessants, des cris déguisés en inquiétude, des silences punitifs ou des gestes qui te font te sentir inférieur. Il n'y a pas de nuance acceptable ni d'excuse valable. Tolérer l'intolérable, c'est ouvrir la porte à une dégradation progressive de ta dignité. Celui qui élève la voix pour s'imposer, qui te presse avec des menaces voilées, qui manipule ta peur, qui utilise la force physique ou émotionnelle pour te plier, franchit une limite que tu dois défendre de toutes tes forces, même si cela signifie rester seul ou rompre une histoire entière. Ne te trompe pas. Justifier la violence parce qu'il ne sait pas se contrôler, parce qu'il a été éduqué ainsi ou parce qu'il regrette ensuite, est une trahison envers toi-même. Tu n'es pas responsable de guérir la violence des autres ni de la supporter en espérant qu'un jour elle disparaisse. Si quelqu'un a besoin de t'humilier pour se sentir fort, ce que tu as devant toi est un abusé, pas une victime de son propre caractère. Le problème, c'est que l'habitude anesthésie. Tu t'adaptes au mauvais traitement, tu t'entraînes à supporter les cris comme s'ils faisaient partie de la vie, tu normalises les insultes comme s'il s'agissait de disputes normales, tu apprends à lire les signaux pour ne pas provoquer la prochaine explosion. C'est le piège le plus pervers. Tu t'habitues à l'inconfort, tu te convaincs que tu exagères, que tu devrais être plus patient, que partout, il y a des problèmes. Mais le corps ne ment pas. Les tremblements, l'insomnie, la peur de parler, la tension constante dans la mâchoire, le désir de disparaître pendant un conflit, sont des signes clairs que ton esprit paye un prix trop élevé. Il n'existe aucun amour ni loyauté qui justifie le sacrifice de ta tranquillité de base. Si tu restes, c'est parce que tu préfères la prévisibilité de la douleur, connue à l'incertitude de mettre fin à tout cela. Cette décision est une auto-agression silencieuse, qui s'accumule et, avec le temps, te fragmente. Assez de disculper le violent. Assez de penser que supporter est un signe de force morale. Supporter la violence ne te rend pas noble, cela te rend complice de ta propre dégradation. Si tu dois ajuster ton comportement pour ne pas provoquer, si tu mesures tes mots pour éviter les explosions, si tu sens que tu n'as pas le droit de te défendre, alors toutes les limites ont déjà été franchies. Phrase emblématique. Tu tolères la violence une fois, et tu t'habitues à capituler. La violence n'est pas une preuve d'amour ni une étape qui passera. C'est un poison qui ronge l'estime de soi et détruit l'identité. Tu ne dois ni compréhension ni patience à celui qui te fait du mal. La limite doit être immédiate, inébranlable et visible. Si tu ne prends pas soin de toi, personne ne le fera. Défendre ton intégrité n'est pas un acte d'égoïsme, c'est ton obligation primaire. Ici, il n'y a pas de demi-mesure. Tu te respectes ou tu te perds. 6. Protège ta santé mentale de l'épuisement. La dure vérité est celle-ci. Si tu ne prends pas soin de ta santé mentale avec la même détermination que celle que tu mets à préserver ton intégrité physique, tu finiras par payer des factures émotionnelles que personne d'autre ne réglera pour toi. Peu importe combien tu t'efforces de t'adapter ou d'essayer de plaire aux autres. Si le prix à payer est de te sentir vidé, confus, épuisé ou constamment anxieux, le coût est trop élevé. Il existe un épuisement qui n'est pas visible, mais qui opère silencieusement, comme une fuite constante d'énergie qui te rend de plus en plus vulnérable. La plupart des gens s'habituent si rapidement à cette fatigue mentale qu'ils en viennent à penser que c'est une partie inévitable de la vie adulte, mais c'est de l'auto-tromperie. L'épuisement psychologique a des symptômes clairs. Tu perds la capacité de profiter, tu deviens irritable sans raison, tu as du mal à te concentrer, une apathie s'installe qui ne se résout ni avec du repos, ni avec des distractions. Tu commences à vivre en mode automatique.
comme si tu devais demander la permission de te sentir en paix. Le plus toxique dans ce mécanisme, c'est qu'il se nourrit de croyances profondément ancrées. L'idée que tu dois tenir bon pour les enfants, pour le partenaire, pour la famille, pour le travail. La fantaisie que c'est égoïste de te prioriser ou que c'est immature de ne pas supporter les gens difficiles. Mais protéger ta santé mentale n'est pas un luxe, c'est un besoin biologique et moral. Le cerveau ne résiste pas à une exposition chronique à l'abus, à la manipulation ou au stress relationnel sans conséquence. Tu te fragmentes, tu perds ta clarté, tu deviens une autre version de toi-même que tu reconnais à peine. Si tu ignores l'épuisement, tu deviens ton propre ennemi. C'est la ligne que personne ne veut accepter. Car cela implique de prendre ses responsabilités et de cesser d'attendre que l'environnement change tout seul. Le point critique se situe au moment où tu normalises le fait de te sentir mal. Quand tu cesses de te demander si tu mérites d'être tranquille, quand tu te résignes à vivre avec le nœud dans la gorge ou la pression dans la poitrine, il n'y a plus d'excuses. Tu as laissé l'épuisement envahir ta vie. Prendre soin de ta santé mentale commence par l'acte inconfortable mais vital de dire « Cela me fait du mal et je ne l'accepte plus ». Tu n'as pas besoin de justifier ni de demander la permission pour te protéger de l'environnement qui t'épuise. Changer implique de l'inconfort, mais cet inconfort est le seul chemin vers la guérison. Cesse de t'anesthésier avec l'habitude de tolérer l'intolérable. Ta paix n'est pas négociable. La santé mentale ne se mendie pas, elle se défend. C'est la ligne qui sépare la vie vécue dans la dignité de l'existence réduite à survivre. Le reste n'est qu'un épuisement accumulé et la facture arrive toujours. 7. Ne permets pas la manipulation émotionnelle. T'es en plein milieu d'une conversation familiale ou de couple et soudain, tu remarques comment le ton change, comment l'autre personne commence à te rappeler tout ce qu'elle a fait pour toi, combien elle a renoncé ou à quel point elle se sent mal si tu ne réponds pas à ses attentes. Il n'y a pas de cri, pas d'insulte, juste une pression silencieuse, un discours soigneusement élaboré pour te faire sentir que céder est la bonne chose à faire, que dire non est être insensible ou ingrat. Cette scène, si commune et si subtile, est la base de la manipulation émotionnelle. Un mécanisme où la culpabilité, l'obligation ou la peur deviennent des outils pour altérer tes décisions. La manipulation n'a pas besoin de scandale, elle se nourrit de petites concessions, de ces moments où tu acceptes quelque chose, parce que tu sens que, si tu ne le fais pas, tu deviens le méchant de l'histoire. Et lorsque ce schéma se répète, ta volonté commence à se détériorer. Tu doutes de ton jugement, tu ajustes tes désirs pour éviter le malaise des autres. Et tu finis par vivre avec la sensation que tes choix ne t'appartiennent plus vraiment. Le processus est systématique et prévisible. D'abord, quelqu'un identifie ton point faible. Ta tendance à éviter les conflits, ton besoin d'approbation, ta peur de décevoir. Ensuite, il fait appel à des souvenirs, des promesses, des sacrifices ou même des maladies pour installer l'idée que tu as une dette morale ou affective impossible à régler. Le message n'est jamais direct. Il se camoufle dans des phrases comme « Après tout ce que j'ai fait pour toi, ça me fait mal que tu ne penses pas à moi » ou « Si quelque chose m'arrive, ce sera de ta faute ». Ainsi, tu te retrouves piégé dans un réseau d'obligations invisibles où l'affection est utilisée comme monnaie d'échange. Cette manipulation est particulièrement dangereuse car elle ne fait pas appel à la logique, mais à ton instinct le plus profond d'appartenance et de culpabilité. Le résultat. Tu acceptes des plans que tu ne veux pas. Tu renonces à ton temps. Tu remets tes objectifs à plus tard. Tout cela pour ne pas avoir à porter le poids de faire sentir mal l'autre. Mais ce prix est trop élevé. Phrase emblématique. La culpabilité des autres n'est pas ta responsabilité. Les conséquences ne tardent pas à apparaître. Tu commences à te méfier de tes propres désirs, tu deviens expert dans l'anticipation des réactions et parfois tu te surprends à justifier l'injustifiable. La manipulation émotionnelle affaiblit l'identité et laisse une empreinte durable. Il est beaucoup plus difficile de dire non. Tu te sens égoïste chaque fois que tu priorises ton bien-être et tu tombes dans le piège de penser que ta valeur dépend de combien tu cèdes.
Ici, il faut être très clair. Aucune relation saine ne se construit sur la base de la culpabilité ou du chantage affectif. La première étape est d'identifier le jeu, de comprendre que tu n'as pas à payer avec ta tranquillité pour maintenir l'équilibre de l'autre. Tu n'es pas responsable du bonheur des autres, est une règle à se tatouer mentalement. Rompre le cycle implique de supporter l'inconfort de décevoir, d'être accusé de froideur ou de distance. Mais cet inconfort est préférable à vivre dans une dette émotionnelle permanente. Le respect de soi se défend, il ne se négocie pas. La manipulation ne prospère que là où il y a peur de perdre. Si tu ne te perds pas toi-même, rien ne peut vraiment te être retiré. 8. Rejette les comparaisons blessantes. Je confesse qu'il m'arrive parfois de remarquer comment, au milieu d'une conversation apparemment innocente, quelqu'un lance une comparaison comme on laisse tomber une pierre dans un lac tranquille. Le geste est minime, un sourcil qui se lève, un commentaire déguisé en conseil, le simple fait de mentionner que un tel a réussi plus vite, que une autre est plus patient, que quelqu'un d'autre sait vraiment ce qu'il fait. Ce n'est pas seulement ce qu'ils disent, c'est comment ils le disent. La pause subtile avant de lâcher le nom, le regard qui reste une seconde de trop en attendant ta réaction, le ton qui se cache derrière la fausse admiration. Tu ressens, presque physiquement, cette petite descente dans la poitrine, une pression qui t'oblige à redresser le dos ou à froncer les sourcils pour ne pas laisser transparaître l'inconfort. C'est un mécanisme que tu connais. On te compare, on t'évalue sans demander la permission, et la blessure ne tarde pas à apparaître. Peu importe combien de fois tu te répètes que cela ne t'affecte pas, cela fait encore mal parce qu'au fond, la comparaison touche la fibre la plus vulnérable. Le sentiment de ne pas être à la hauteur. Les comparaisons blessantes ne sont pas des accidents, ce sont des outils précis pour façonner ton estime de soi selon les attentes des autres. Cela peut être à la table familiale quand on mentionne les réussites du cousin, au travail quand on loue le collègue qui performera sous pression, ou dans le couple quand surgit le fantôme des amours passés. C'est un entraînement silencieux. Tu t'habitues à mesurer tes pas avec la règle des autres, à traduire leurs éloges en rappel de tes prétendues lacunes. Le dommage est concret, pas abstrait. Tu vois comment tes mains cherchent quelque chose à faire, comment ta voix s'éteint ou s'accélère pour te justifier, comment ton esprit commence à passer en revue ce que tu as à faire, ce que tu aurais dû mieux faire. On t'entraîne, sans que tu le demandes, à t'identifier à l'insuffisance. Accepter des comparaisons destructrices, c'est signer un contrat invisible avec l'autocritique impitoyable. Chaque fois que tu permets à quelqu'un de te mesurer avec des critères que tu n'as pas choisis, tu renforces l'idée que ta valeur dépend d'une compétition imaginaire et éternelle. Ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'abandon de soi. Personne n'a le droit d'utiliser les réussites des autres comme un fouet, ni de pointer tes délais ou tes manières comme des défauts, simplement parce qu'ils ne correspondent pas à leur scénario mental. La comparaison est une dette qui ne se règle jamais. Il y aura toujours quelqu'un de plus réussi, de plus obéissant, de plus rapide. Si tu tombes dans ce jeu, ton identité se dissout et devient une somme d'attentes que tu ne finis jamais de satisfaire. Phrase emblématique. Tu n'es la copie de personne, ni le brouillon d'une autre vie. Rejeter les comparaisons blessantes n'est pas de l'arrogance. C'est défendre le droit d'être toi-même avec tes rythmes, tes erreurs et tes réussites uniques. C'est poser une limite claire. Ne pas accepter que ta valeur soit un sujet de débat public, ni que ton identité soit négociée sur la table des attentes des autres. Protège-toi de ceux qui nomment les autres pour te faire sentir moins. Le respect de soi exige de lever des barrières invisibles face aux comparaisons. Tu regardes droit devant, tu soutiens ta voix, tu fais clairement comprendre que ton processus n'est pas ouvert à la compétition. Ce n'est qu'ainsi que tu reprends le contrôle sur ton histoire. Phrase emblématique. Te comparer, c'est te perdre. Ne négocie pas ta singularité. 9. Couper les liens avec la trahison constante. Il y a un moment où la trahison cesse d'être un choc et devient une routine. Comme si boire de l'eau contaminée tous les jours vous apprenait à ne pas remarquer le goût amer, jusqu'à ce qu'un jour votre organisme ne supporte plus et s'effondre. C'est ainsi que fonctionne la tolérance à la déloyauté répétée. Ce n'est pas un accident, c'est une décision soutenue, une habitude qui vous déforme à chaque tromperie, chaque promesse rompue, chaque secret dans votre dos. L'auto-illusion ici est brutale. Vous vous convainquez que
tout le monde échoue, que personne n'est parfait, que peut-être vous avez une part de responsabilité pour ne pas être à la hauteur. Mais la vérité crue est que supporter la trahison, c'est prêter votre dignité au bourreau, laissant les autres abaisser votre valeur. Vous n'avez pas besoin de plus de preuves ni d'excuses. La trahison constante est une fracture dans le respect de soi, et chaque fois que vous la tolérez, vous vous habituez à vivre avec moins que ce que vous méritez. Cessez de négocier avec la déloyauté, car la trahison n'est jamais neutre. C'est une dette qui se paye avec de l'anxiété, de l'insomnie et ce sentiment d'insécurité qui vous accompagne partout. Justifier celui qui trahit, c'est s'entraîner à pardonner l'impardonnable, à se retrouver à chercher des excuses pour expliquer des actions que, si vous étiez le protagoniste, vous ne toléreriez jamais. C'est un entraînement pervers. Vous devenez expert dans la minimisation des dommages, dans la conviction que ce n'est pas si grave, dans le fait de soutenir des histoires à moitié, jusqu'à ce que votre seuil de douleur se transforme en une coquille vide. Couper les liens n'est pas de la cruauté, c'est de l'autodéfense. Et celui qui vous dit le contraire cherche seulement à vous maintenir enchaîné à la chaîne de l'abus. Ne confondez pas loyauté et servilité. Respecter celui qui vous trahit sans cesse n'est pas de la noblesse, c'est du masochisme émotionnel. Personne qui vous valorise vraiment ne va jouer avec votre confiance comme si c'était une pièce jetable. Le cercle vicieux de la trahison fonctionne ainsi. Aujourd'hui, vous pardonnez, demain vous doutez de vous-même, après-demain, vous vous résignez. Chaque cycle vous rend plus faible, plus dépendant du pardon des autres, plus insensible à votre propre douleur. Ici, il ne s'agit pas de comprendre le traître ni d'attendre des miracles de repentance. Il s'agit de couper, de mettre une réelle distance, sans discours ni scène, juste avec le froid de celui qui a compris que la dignité ne se négocie pas. Phrase emblématique. Vous tolérez la trahison, et vous disparaissez un peu chaque fois. Prenez la responsabilité de votre paix. Couper les liens avec la trahison constante n'est pas un service que vous rendez à l'autre, c'est une obligation envers vous-même. Le respect de soi exige des décisions inconfortables, pas des discours de compréhension éternelle. Si vous devez vous demander chaque semaine si vous pouvez faire confiance, vous avez déjà la réponse. Défendre votre identité est un acte radical. Cela se fait par des faits, pas par des explications. Il faut cesser d'avoir peur de la solitude, car la véritable solitude est de rester entouré de ceux qui vous vendent pour des miettes. Là où il y a trahison répétée, il ne reste que des débris d'estime de soi. Ne restez pas là. Votre valeur se démontre dans ce que vous choisissez de couper, pas dans ce que vous supportez. 10. Défends ton autonomie sans culpabilité. Personne ne te demandera la permission d'envahir ta vie si tu n'apprends pas à défendre ton autonomie. Il est inconfortable d'accepter que souvent tu remets le contrôle de tes décisions par peur de décevoir, par habitude de plaire, ou par cette loyauté mal comprise qui te fait sentir obligé de rendre des comptes à chaque pas que tu fais. Ce qui commence comme un geste de gentillesse ou d'adaptation finit par devenir une routine d'auto-annulation. Tu demandes avant d'agir, tu cherches l'approbation avant de choisir, et tu te surprends à céder des espaces que tu sentais auparavant comme les tiens. Le mécanisme est silencieux. Tu t'entraînes à justifier tes choix, à minimiser tes désirs, à demander pardon pour des besoins fondamentaux, juste pour éviter l'inconfort d'être jugé égoïste, distant ou froid. Ainsi, l'authenticité s'érode. Chaque fois que tu remets ton jugement pour plaire, tu renforces la croyance que le bien-être des autres est plus important que le tien. Défendre l'autonomie n'est pas un acte hostile. C'est le seul moyen de maintenir la dignité à long terme. La culpabilité est l'encre la plus lourde. Depuis petit, on te programme à te sentir mal si tu choisis différemment, si tu priorises tes objectifs, si tu dis non à ce qu'on attend de toi. Tu apprends à associer autonomie avec désamour, individualité avec rejet et liberté avec trahison. Le prix est élevé. Tu deviens expert en négociation avec toi-même, en étouffant tes intuitions, en acceptant les plans des autres comme s'ils étaient les tiens. Mais la véritable trahison est envers ta propre identité. Il y a une phrase iconique ici. La culpabilité des autres n'est pas ta dette. Tu n'as pas à porter l'insatisfaction ni les frustrations de ceux qui veulent te façonner à leur image.
Tu n'es pas obligé d'expliquer chaque frontière que tu mets, ni de convaincre qui, que ce soit que ta vie t'appartient. Le conflit interne surgit parce que tu crains le jugement, la solitude ou la perte d'affection, mais la paradoxe est que céder ton autonomie ne te garantit jamais une acceptation réelle. Cela te transforme simplement en une version éditée de toi-même, utile aux autres, mais étrangère à toi. Le respect de soi commence quand tu cesses de t'excuser d'être qui tu es et de décider ce dont tu as besoin. Tu n'as pas à devenir un mur, mais tu dois être quelqu'un qui reconnaît la valeur de sa parole et de son choix. L'autonomie n'est pas de l'arrogance, c'est de la connaissance de soi appliquée. Le simple acte de dire « Voici ce que je décide pour moi » est une déclaration d'indépendance émotionnelle qui désarme souvent ceux qui cherchent à te contrôler. Tu ne peux pas vivre en paix si chaque décision génère de la culpabilité. La véritable maturité est de comprendre que ton autonomie est un droit, pas un privilège que quelqu'un te concède. La défendre, même au prix de déranger les autres, est la plus grande démonstration de respect de soi. Phrase iconique. Autonomie sans culpabilité. Le bouclier invisible de la santé mentale. Ce que tu ne défends pas, tu le perds. Si ta vie devient une somme de concessions forcées, tu finis par être un spectateur de ta propre histoire. Choisir, maintenir et ne pas demander pardon pour cela. C'est là que commence la véritable liberté. Personne ne t'explique que l'esprit, si tu le laisses libre cours, devient ton pire ennemi. Ce n'est pas la vie qui t'écrase, mais le poids accumulé de tes propres pensées. La peur, l'anxiété et le stress ne sont pas des visiteurs externes, ce sont des mécanismes internes que nous entraînons sans le vouloir, jour après jour, jusqu'à ce qu'ils deviennent une habitude. Ce n'est pas facile de l'admettre, mais presque tout ce que tu ressens ne vient pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de la manière dont tu choisis de l'interpréter. Tu peux passer des années à chercher des excuses, à blâmer le travail, ton histoire, les circonstances. Mais la vérité est brutale. Tu continues à souffrir parce que tu ne prends pas la responsabilité de ton filtre mental. Ce n'est pas une condamnation, c'est une opportunité. Les stoïciens l'avaient bien compris. Le contrôle de ton esprit est la seule vraie liberté que tu as. Si tu ne maîtrises pas ta réaction, tu deviens esclave de n'importe quelle nouvelle, de n'importe quel message, de n'importe quel regard d'autrui. La bonne nouvelle, c'est que personne ne naît avec du caractère, cela se forge. La sérénité est une discipline, pas un cadeau. Aujourd'hui, je vais te montrer 8 attitudes que tu peux entraîner chaque jour pour transformer ta relation avec l'anxiété et la peur. Je ne promets pas de formule magique ni de raccourcis faciles, juste des pratiques qui ont survécu des siècles parce qu'elles fonctionnent. La souffrance ne s'élimine pas, elle se transforme en clarté. Ton esprit peut être ta prison ou ton meilleur outil. Décide de quel côté tu te bats. 1. Remets en question chaque pensée avant de la croire. La plupart de tes pensées sont des déchets recyclés et tu le sais. Ce qui traverse ton esprit n'est pas la voie de la vérité, c'est juste la somme de répétitions, de peurs héritées et de phrases que tu t'es lancées sans réfléchir des années auparavant, maintenant déguisées en certitude. Si tu crois chaque pensée simplement parce qu'elle apparaît dans ta tête, tu choisis de vivre comme un esclave d'une machine automatique qui ne fait pas la distinction entre fait et fiction. La douleur authentique est inévitable, mais la plupart de la souffrance est fabriquée en interne, parce que tu avales n'importe quelle phrase mentale sans filtre. Arrête de chercher des excuses. Tu n'es pas spécial. À tout nous viennent des pensées irrationnelles. Mais la différence réside dans ceux qui les remettent en question et ceux qui se laissent entraîner par elles jusqu'au fond. L'esprit n'est pas un juge impartial, c'est un fabricant d'histoires, la plupart étant distordus. Et si tu ne lèves pas un mur critique entre ce que tu penses et ce que tu crois, tu vas devenir complice de ton propre auto-sabotage. C'est le premier entraînement que demande le stoïcisme. Ne pas accepter comme vérité automatique quoi que ce soit que tu n'as pas examiné en profondeur. Ne te trompe pas. Remettre en question tes pensées n'est pas un exercice de développement personnel léger. C'est une nécessité vitale si tu veux vraiment cesser de vivre piégé dans la peur ou l'anxiété. Lorsque tu laisses chaque pensée passer directement à ton compte émotionnel, tu t'endettes avec des préoccupations qui n'ont jamais existé.
Tu te charges de poids fictifs et tu finis par réagir à des menaces qui n'existent que dans ta tête. Veux-tu vraiment continuer à offrir tes jours à des histoires que tu n'as même pas vérifiées? L'esprit a besoin de discipline, pas de câlin. Si tu n'es pas capable de défier tes pensées les plus automatiques, tu seras otage d'elles chaque fois qu'elles apparaîtront. Peu importe combien de livres tu lis ou combien de vidéos tu regardes, si tu n'appliques pas ce filtre critique, tu continueras à tomber dans les mêmes pièges que toujours. Chaque fois qu'une idée surgit dans ton esprit, cela va mal se passer, je ne suis pas assez, je ne peux pas gérer cela. Tu as deux options. L'accepter comme un fait ou l'examiner en profondeur, comme le ferait un stoïque face à son pire adversaire. Demande-toi, quelle preuve réelle soutient cette pensée? Est-elle basée sur des faits ou sur des projections défaitistes? Qui a mis cette idée-là, toi ou la peur accumulée? Chaque réponse honnête est une brique dans la reconstruction de ton caractère. Ne te contente pas de la première version que ton esprit te propose. Tu n'es pas une victime de ce que tu penses, tu es l'architecte de ce que tu crois. Chaque pensée non remise en question est un nouveau masque que tu mets pour éviter l'inconfort de grandir. Abatte ces masques. Arrête de protéger tes limitations comme si c'était des trésors. Prends la responsabilité de ton entraînement mental. Ne te permets pas le confort d'accepter tout par défaut. Le véritable contrôle émotionnel commence lorsque tu remets en question ton propre récit. Il n'y aura pas de sérénité tant que tu continueras à croire sans filtre. Remets en question, défie, désarme. Si ton esprit te présente des catastrophes, balaie avec des faits, pas avec plus de peur. C'est la différence entre vivre comme un spectateur passif ou comme quelqu'un qui décide. L'esprit t'appartient, mais seulement si tu le maîtrises. Tu n'es pas ce que tu penses, tu es ce que tu décides de croire. 2. Prends la responsabilité de ton interprétation interne. Tu franchis la porte de ta maison après une journée compliquée. Les clés tombent sur la table et, à cet instant même, l'esprit commence à tourner. Tu repasses ce qui s'est mal passé au travail, la phrase que quelqu'un t'a lancée et qui te pique encore, la facture que tu n'as pas pu payer, un message qui n'est jamais arrivé. Le corps est à la maison, mais à l'intérieur, tu es toujours piégé dans un film qui ne s'arrête pas. C'est automatique. Tout contretemps se transforme en une menace amplifiée, tout silence se remplit d'interprétations négatives. Personne n'a besoin de te dire quoi que ce soit, car tu portes déjà l'armure d'anticiper les problèmes. Ce mécanisme ne vient pas de l'extérieur. C'est ta lecture interne qui transforme le quotidien en un fardeau inutile. Ce qui te fait mal, ce qui te stresse, ce qui t'inquiète, presque jamais ce n'est le fait nu. C'est l'interprétation, cette traduction privée de la réalité, que, sans t'en rendre compte, tu décides d'accepter comme la seule version possible. Prends la responsabilité de ce qui se passe à l'intérieur. Tu n'es pas un simple spectateur de tes pensées, tu es l'éditeur qui décide quelle version de la journée reste. Si tu restes en pilote automatique, chaque frottement insignifiant se transforme en une crise, chaque erreur en une sentence, chaque regard d'autrui en une menace voilée. L'esprit, si tu le laisses sans supervision, fonctionne comme un filtre défectueux qui déforme tout ce qu'il reçoit. Et ce filtre, tu l'as construit au fil des ans, avec tes croyances, tes peurs, tes expériences mal digérées. Chaque fois que tu dramatises un détail, que tu assumes des intentions là où il n'y en a pas, que tu présumes que tout affecte plus que les autres, tu renforces ce filtre et multiplies inutilement le poids que tu portes. Ce n'est la faute de personne d'autre. Ici, il n'y a pas de victime de la réalité, seulement des responsables de l'interprétation. Le stoïcisme exige une honnêteté brutale. Ce que tu interprètes t'appartient, pas au monde. Le monde n'a pas l'obligation de s'adapter à tes attentes, ni de te protéger des inconforts. Si quelque chose t'irrite, t'angoisse ou te fait peur, commence par observer quelle histoire tu te racontes à ce sujet. Te dis-tu que tu ne devrais jamais te tromper, que le rejet est insupportable, que l'avenir apportera toujours des malheurs? Ces récits ne sont pas dictés par l'univers, c'est toi qui les fabriques et tu peux les changer. Il y a une différence cruciale entre subir un fait et multiplier cette souffrance par des interprétations automatiques. Tu ne gagneras pas en sérénité en accumulant des phrases toutes faites de développement personnel,
mais en acceptant que chaque réaction émotionnelle est une conséquence de ta lecture interne, non de la brutalité des faits. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe, mais tu peux toujours choisir comment tu l'interprètes. C'est ça la véritable responsabilité. Cessez de chercher des coupables à l'extérieur et commencez à démanteler cette inertie interne qui te pousse à exagérer, à te victimiser ou à anticiper le pire. Tu n'es pas une marionnette de tes émotions, tu es l'auteur de ton récit mental. Si tu refuses de reconnaître cela, tu continueras à agir comme si le monde te devait quelque chose, ou comme si ton malaise était inévitable. Mais la vérité est autre. Ton interprétation t'appartient et personne ne peut la changer à ta place. Voici une phrase pour te le rappeler. Porter des interprétations toxiques est une décision, pas une condamnation. Être responsable de ton interprétation interne est le pas le plus inconfortable et en même temps le plus libérateur. Cela exige que tu cesses de te justifier, que tu arrêtes l'inertie de tes justifications automatiques et que tu te regardes en face sans détour. Je ne te promets pas que ce sera facile ni rapide, mais je te promets que c'est réel. La liberté émotionnelle n'arrive pas lorsque tout à l'extérieur s'organise, mais lorsque tu es capable de questionner, d'ajuster et de choisir ta propre lecture de ce qui se passe. Le monde continuera d'être imparfait. La différence est de savoir si tu choisis de vivre comme un otage de tes interprétations ou comme le maître de ton esprit. C'est aussi simple que cela et aussi difficile. 3. Affronte de petites peurs chaque jour. Il faut l'admettre. La plupart d'entre nous préfèrent vivre avec de petites peurs plutôt que de les affronter réellement. Je le dis sans détour, car il est inconfortable de reconnaître que souvent, la peur n'est pas une réaction ponctuelle, mais une habitude enracinée que nous alimentons par l'évasion et la routine. Il est plus facile de rester dans la tranchée de ce que l'on connaît, à négocier avec ses propres limites, que de sortir pour exposer cette insécurité, même si c'est dans quelque chose de minime. Ce mécanisme a sa logique. La peur, en petite dose, ressemble à une alarme tolérable que l'on n'éteint jamais complètement, mais qui ne vous laisse pas avancer non plus. Vous la gardez là, comme une part d'anxiété que vous acceptez de payer quotidiennement pour éviter le risque de ressentir de la honte, du rejet ou de l'inconfort. Mais chaque fois que vous cédez, que vous choisissez de ne pas regarder de front cette peur concrète, répondre à un appel, exprimer une opinion inconfortable, dire non. Quand quelque chose ne vous convient pas, vous renforcez une structure interne de fragilité. La peur devient partie intégrante de votre mobilier mental et, sans vous en rendre compte, vous commencez à concevoir votre vie autour de ce que vous évitez. Ce n'est pas un hasard. Le cerveau recherche l'économie émotionnelle. Il préfère ce qui est connu même si cela implique de se résigner à une version réduite de soi-même. Vous ignorez l'invitation, vous reportez la conversation, vous remettez à demain la tâche difficile. Tout cela semble mineur, jusqu'à ce que cela devienne votre norme. C'est un mécanisme automatique. Éviter de petits défis aujourd'hui fabrique de grandes barrières demain. La peur grandit proportionnellement à l'abandon de l'action. Chaque décision d'éviter est un investissement dans l'impuissance future. Personne ne se réveille un jour paralysé par la peur de rien. C'est le résultat accumulé de centaines de micro-abandons quotidiens. L'esprit enregistre. Cela, vous ne l'affrontez pas, donc cela doit être dangereux. Ainsi s'installe le cycle. Vous évitez, vous vous sentez soulagé. Mais la prochaine fois, la peur est plus forte et votre muscle de la confrontation plus faible. C'est ici que le stoïcisme devient brutalement pratique. Il ne s'agit pas de forcer de grandes prouesses ni de devenir téméraire, mais de comprendre que la seule façon de réduire le pouvoir de la peur est de l'exposer à la lumière de l'action, même en dose minimale. L'entraînement n'est pas héroïque, il est méthodique. Chaque fois que vous choisissez un petit inconfort plutôt que l'évasion, vous modifiez l'architecture de votre caractère. Ne sous-estimez pas l'effet cumulé d'affronter une petite peur chaque jour. C'est ce qui démantèle l'illusion que la peur est invincible. Vous ne surmonterez pas vos peurs en attendant le moment de vous sentir en sécurité. La sécurité est le résultat, pas la condition préalable. Vous n'agissez avec courage que lorsque vous acceptez que la peur sera là, mais ce ne sera pas elle qui décidera pour vous. Pas besoin de vous jeter dans le vide ni de faire de votre vie un défilé de défis absurdes. L'essentiel est de cesser de donner à la peur l'autorité de définir votre champ d'action.
Rester confortable est une dette qui s'accumule. Aujourd'hui, le solde semble insignifiant. Demain, il sera insoutenable. Si vous recherchez la liberté émotionnelle, commencez par le minimum. Envoyez ce message, demandez ce dont vous avez besoin, tolérez le jugement des autres sans vous justifier. Chaque micro-action est un vote en faveur de votre propre solidité. La peur ne possède que ce que vous n'osez pas regarder. Affronter de petites peurs chaque jour n'est pas une technique. C'est une déclaration d'indépendance. Personne ne va se battre pour vous dans cette bataille. Chaque pas inconfortable est une fracture dans la prison mentale que vous avez vous-même construite. Gagnez votre espace. Grandissez dans le minimum. Parce que le courage ne s'hérite pas, il se cultive. 4. Apprends à vivre avec l'incertitude. Vivre avec l'incertitude ressemble à marcher chaque jour sur un fil tendu qui traverse d'un bâtiment à un autre, mais le fil n'est pas visible. Et en dessous, le vide n'est pas réel, c'est juste la somme de tes projections et de tes peurs accumulées. Les pieds doutent, les muscles se tendent, les mains cherchent une rambarde qui n'existe pas. Chaque pas semble risqué, mais le danger presque toujours est une invention de l'esprit. Le corps réagit. Mâchoire serrée, respiration superficielle, le pouls accéléré comme si l'abîme était tangible. C'est le quotidien de ceux qui ont besoin de garanties avant d'avancer, de ceux qui exigent des certitudes avant de décider, de ceux qui remettent leur vie à plus tard en attendant que le risque de tomber disparaisse. Mais la vérité est que le fil ne sera jamais stable, et le contrôle absolu est un mirage qui n'apporte que de l'usure. L'instinct cherche la sécurité comme on cherche un rocher solide dans une rivière tumultueuse. Mais la vie n'est pas un sol statique. Elle change de forme, de vitesse, de direction. S'accrocher à l'illusion que tout doit être sous contrôle, c'est porter un poids impossible. C'est comme marcher avec une armure qui te promet protection, mais qui en même temps t'immobilise. Tu le vois dans les petits gestes. Cette longue pause avant d'envoyer un message important, le regard fixé sur l'écran en attendant une réponse qui n'arrive pas, le récapitulatif interminable de scénarios dans la tête avant de prendre une décision minimale. Il y a une profonde fatigue à vivre ainsi, comme si chaque mouvement devait être approuvé par une autorité invisible qui ne donne jamais son feu vert. Accepter l'incertitude n'est pas une résignation, c'est une maturité. Cela signifie cesser d'exiger de la vie des garanties qu'elle ne te donnera jamais. Cela nécessite de tolérer l'inconfort de ne pas savoir, la sensation d'être à la dérive, sans carte définitive. Mais juste là, dans cet espace inconfortable, c'est là que s'entraîne le véritable courage. Car avancer sans certitude est un acte de confiance radicale. Non pas dans l'avenir, mais dans ta propre capacité à t'adapter. Chaque fois que tu choisis de bouger malgré le fait de ne pas tout avoir clair, tu envoies un message direct à ton esprit. Je n'ai pas besoin de contrôler chaque variable pour agir. C'est la liberté que le stoïcisme propose. Et elle ne s'obtient pas en lisant de belles phrases, mais en affrontant l'instabilité, les yeux ouverts et le pas ferme. L'anxiété se nourrit de l'obsession du contrôle. Plus tu essayes d'anticiper tout, plus ta marge d'action se réduit. La vie ne s'arrête pas pour attendre ton autorisation. Et si tu refuses d'agir tant que tout n'est pas garanti, tu te condamnes à la paralysie déguisée en prudence. Répète ceci. Il n'y a pas de certitude, mais il y a une décision. Cette phrase est un rappel brutal que la seule chose sûre est ta capacité à choisir malgré la peur. Il n'est pas nécessaire de devenir insensible ni téméraire, juste d'abandonner l'attente enfantine que tout se déroulera selon tes calculs. Personne ne peut te promettre un parcours sans secousse, mais tu peux t'engager à ne pas laisser le doute décider pour toi. La sérénité, au final, n'arrive pas quand tout est prévisible, mais quand tu acceptes que la seule constante est le changement et que ton pouvoir réside dans ta capacité à t'adapter, non à contrôler. L'incertitude ne se supprime pas, elle se navigue. Fais de cette phrase une boussole. Chaque jour que tu tolères de ne pas savoir, que tu avances sans garantie, que tu te permets de ressentir le vertige sans céder à la panique, tu entraînes la partie la plus forte de ton caractère. Ne cherche pas à amortir la vie en l'enveloppant dans du plastique. Ose marcher sur le fil invisible.
car vivre avec l'incertitude n'est pas une condamnation. C'est la preuve que tu es toujours vivant et éveillé. 5. Ancre ton esprit dans le présent. Arrête d'hypothéquer ta vie pour l'avenir. C'est aussi simple que brutal. La plupart des gens vivent comme si le présent n'était qu'une salle d'attente pour quelque chose qui n'arrive jamais, piégés dans une sorte de limbe mentale où tout ce qui est important, urgent et précieux est toujours à quelques pas, jamais ici et maintenant. Je te le dis sans détour. Cette habitude de remettre ta présence à plus tard, de vivre avec le regard suspendu sur ce qui viendra ou sur ce qui est déjà passé, n'est pas innocente. C'est la racine de ton anxiété, de ta peur, de ton insatisfaction chronique. Crois-tu vraiment que tu peux résoudre quoi que ce soit en occupant ton esprit avec des scénarios qui n'existent pas? En fabriquant des inquiétudes comme si c'était un devoir moral? Ne te trompe pas, ce n'est pas de la responsabilité. C'est une excuse déguisée en prévoyance. L'anxiété est le prix que tu payes pour te refuser à être là où tes pieds se trouvent. Chaque fois que tu te surprends à ressasser de vieilles erreurs ou à projeter des tragédies futures, tu abandonnes le seul terrain solide que tu as, le présent. Il n'y a rien d'héroïque à être toujours distrait. Il n'y a aucun mérite à être le champion de l'anticipation catastrophique, ni de gloire à ressasser de manière obsessive ce qui aurait pu être. Ce que tu fais, en réalité, c'est affaiblir ton caractère, offrir ton énergie à des fantômes et te vider dans des scénarios qui n'existent que dans ta tête. Le présent est inconfortable, car il exige que tu prennes tes responsabilités, que tu acceptes ce qui est, sans anesthésie ni report. C'est pourquoi tu fuis. C'est pourquoi tu préfères la fantaisie d'un avenir contrôlé à la rudesse du réel. Mais cette évasion a un coût. Chaque minute que tu ne vis pas, c'est un morceau de vie qui ne revient pas. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de résignation, c'est une discipline de présence sauvage. Il ne s'agit pas de répéter des phrases clichés sur le fait de vivre l'instant présent, mais d'entraîner l'esprit à ne pas fuir. Je te le rends facile. Chaque fois que tu remarques que ta tête s'égare, que le défilé d'hypothèses, de menaces, de choses à faire impossibles commence. Stoppe la net. Reviens. Oblige-toi à regarder ce que tu as devant toi, même si cela te dérange, même si ce n'est pas idéal. Ta bataille n'est pas contre l'avenir ni contre le passé. Elle est contre le piège de la distraction interne. Chaque seconde où tu retrouves ta présence est une victoire réelle. Ne sous-estime pas ce muscle. Un esprit indiscipliné est un terrain fertile pour la peur. Un esprit entraîné dans le présent est un refuge inexpugnable. Ne te permets pas l'excuse facile de dire que c'est comme ça que tu es, que te préoccuper te prépare, que anticiper te protège. Mensonge. La seule chose que tu réussis à faire, c'est de multiplier le poids que tu portes et d'épuiser ta capacité de réponse. Arrête de chercher la paix dans un demain qui n'existe pas et commence à apprivoiser l'inquiétude ici et maintenant. La sérénité n'est pas un cadeau qui arrive quand tout est en ordre, c'est le résultat de ton refus de vivre dans le report éternel. Rends-le inconfortable. Quand l'esprit voudra fuir, tire-le en arrière. Respire, sens ton corps, observe ce qui est devant toi. Répète jusqu'à ce que ça fasse mal. Et quand tu voudras abandonner, rappelle-toi ceci. Le présent est ton seul outil. Le reste n'est que fumée. Tu n'es pas victime de tes pensées dispersées. Tu es complice chaque fois que tu choisis de jouer leur jeu. Si tu veux reprendre le contrôle, arrête de négocier avec l'évasion. L'esprit qui ne s'ancre pas dans le présent est un terrain vague. Choisis d'habiter ta vie ou accepte que tu ne feras que la voir passer de loin. 6. Observe tes émotions sans t'identifier. Tu n'es pas tes émotions. C'est la vérité que la plupart rejettent parce qu'elle est inconfortable, voire violente pour l'ego. Tu as grandi en croyant que ce que tu ressens te définit, que si aujourd'hui l'anxiété ou la peur te submerge, alors tu es une personne anxieuse ou craintive. Mais cette identification est le plus invisible et en même temps le plus lourd des boulets que tu traînes chaque jour. Le mécanisme est subtil. Une émotion apparaît, l'esprit la catégorise et sans t'en rendre compte, tu t'appropries cette étiquette comme si c'était ta peau. La colère n'est pas seulement une réaction, elle devient ta personnalité. La tristesse cesse d'être un moment
et se transforme en ton histoire principale. Ainsi, tu vis kidnappé par des vagues internes qui, en réalité, n'ont pas de propriétaire, car les émotions ne demandent pas la permission ni ne confirment ton identité avant d'apparaître. Elles surgissent simplement, montent et descendent, comme le pouls ou la respiration. Mais tu t'accroches à elles comme si elles étaient des vérités absolues, et c'est là que tu commences à te perdre. L'esprit, obsédé par le contrôle, veut donner un sens et un nom à tout ce qui se passe à l'intérieur. Si tu ressens de l'inquiétude, ton dialogue interne est immédiat. Je vais mal, c'est insupportable, quelque chose ne va pas chez moi. Tu ne supportes pas l'inconfort de ressentir sans explication. Alors tu fabriques un récit, tu crois à la narration, et l'émotion finit par occuper le centre de ton identité. Voici le piège. Plus tu te définis par ce que tu ressens, plus tu t'éloignes de la liberté intérieure. Tu confonds le symptôme avec la cause, la réaction avec l'essence. Tu n'es pas l'anxiété, tu es quelqu'un qui éprouve de l'anxiété. Tu n'es pas la peur. Tu es quelqu'un chez qui la peur apparaît et disparaît. Change le verbe, change la vie. Observer tes émotions sans t'identifier à elles est un acte de discipline mentale aussi exigeant que n'importe quel entraînement physique. Il ne s'agit pas de réprimer ni d'ignorer ce que tu ressens, mais d'apprendre à regarder avec distance, comme celui qui voit passer des voitures depuis le trottoir. Le problème n'est pas de ressentir, le problème est de construire ta maison sur chaque émotion passagère. Quand tu ne mets pas cette distance, chaque montée émotionnelle te submerge, chaque descente te laisse vide, et tu finis par croire que tu es le va-et-vient même. La maturité émotionnelle commence lorsque tu reconnais. Cela se passe en moi, mais je ne suis pas cela. C'est l'une des phrases que tu devrais te tatouer dans la mémoire. Je ne suis pas mon émotion, je suis le témoin. C'est simple à dire, brutalement difficile à soutenir lorsque l'émotion brûle et que l'esprit demande des réponses immédiates. Le stoïcisme ne dit pas de devenir de pierre ni de nier ton expérience interne, mais d'apprendre à reconnaître la différence entre le visiteur et le propriétaire de la maison. Les émotions arrivent, font du bruit, parfois dérangent tout, mais à la fin, aucune ne reste pour toujours. La clé est de refuser de leur donner le pouvoir de définir ce que tu es ou ce que tu feras. Chaque fois que tu t'identifies, tu abandonnes ton autonomie. Chaque fois que tu observes avec distance, tu récupères une partie de ta liberté. Le travail est inconfortable, car il implique de renoncer au confort de la victimisation et d'assumer le contrôle de ton récit interne. Personne ne peut faire ce travail à ta place. La prochaine fois que tu ressentiras de l'anxiété, de la tristesse ou de la colère, ne te lance pas dans des interprétations ni dans des justifications. Arrête-toi. Observe ce qui se passe dans le corps. Nomme l'émotion sans t'en approprier. Ne dis pas « je suis cela ». Dis « cela est ici maintenant ». C'est là que commence la véritable indépendance émotionnelle. Souviens-toi, les émotions ne gouvernent que celui qui leur remet le trône. Choisis d'être témoin, pas prisonnier. Car la sérénité n'est pas l'absence d'émotion, c'est la capacité de ne pas fusionner avec elle. 7. Utilise l'action pour dissoudre l'anxiété. Tu te réveilles et dans les premières minutes, la journée te tend déjà le premier piège. Tu ouvres ton téléphone et lis un message ambigu, où tu te souviens soudainement de cette tâche que tu n'as pas résolue hier. L'estomac se tend, l'esprit commence à fabriquer des scénarios de problèmes, et la sensation d'inquiétude s'installe sans demander la permission. Tu veux penser à autre chose, mais le malaise est toujours là, accroché comme une alarme que tu ne sais pas éteindre. Ce n'est pas un hasard, l'esprit, lorsqu'il détecte une menace. Réelle ou imaginée, entre en mode analyse infinie, repassant les mêmes pensées et multipliant l'anxiété à chaque tour. Le corps reste immobile, mais à l'intérieur, tu dépenses de l'énergie à anticiper des conséquences qui n'existent pas encore. Voilà comment fonctionne le cycle. L'inquiétude te paralyse, tu cherches du réconfort dans la pensée, et plus tu y penses, plus le poids que tu portes grandit. L'erreur centrale réside dans la stratégie. Essayer de résoudre l'anxiété depuis l'esprit, comme si penser davantage allait te donner du contrôle. Mais ce mécanisme ne fait que renforcer le problème.
L'anxiété est une dette émotionnelle qui ne se paye pas par la spéculation, mais par le mouvement. Les stoïciens le savaient mieux que quiconque. Il ne suffit pas de comprendre ou d'analyser la peur, il faut agir, même si c'est un pas minime, pour que le cycle se fracture. Chaque fois que tu cèdes à l'inertie de l'inquiétude, tu deviens otage d'un processus mental qui se nourrit de paralysie. La pensée crée le scénario, l'inaction le transforme en réalité. La clé est de rompre cette séquence par une action délibérée, même si l'esprit crie que ce n'est pas le moment, que tu n'es pas prêt, que tu as besoin de plus de certitude. Observer le mécanisme est fondamental. Lorsque l'anxiété monte, l'esprit cherche des garanties impossibles et reporte toute décision en attendant de ressentir de la sécurité. Mais la sécurité n'arrive jamais par l'attente, elle se fabrique dans le mouvement. C'est un investissement émotionnel. Chaque petite action, aussi minime soit-elle, retire du pouvoir à l'anxiété et renforce ton muscle de confrontation. Personne ne t'apprend cela enfant, mais la seule façon de diluer la peur est de pousser le système à agir. Tu peux rester assis à repasser tout ce qui pourrait mal tourner, ou tu peux envoyer cet email, engager cette conversation inconfortable, sortir te promener même si ton corps pèse. Le changement est presque imperceptible au début, mais chaque réponse active affaiblit le cycle d'inquiétude automatique. Le piège mental le plus courant est de croire que tu dois attendre de te sentir motivé, sûr ou calme avant d'agir. C'est là que l'anxiété gagne. Elle te convainc que l'action dépend de l'état émotionnel, alors qu'en réalité, c'est l'inverse. Bouge d'abord et observe comment l'esprit s'adapte. Ce principe n'est pas une formule magique, mais il est brutalement efficace. Si tu cèdes, la dette envers l'anxiété grandit. Si tu agis, même maladroitement, la dette commence à se rembourser d'elle-même. Il ne s'agit pas de réaliser de grandes prouesses, mais de fracturer le mécanisme de la procrastination. Fais le minimum, mais fais-le maintenant. L'esprit peut spéculer éternellement, mais le corps ne connaît que le présent. Chaque fois que tu choisis l'action plutôt que la pensée circulaire, tu récupères une portion de contrôle. Agir est la seule véritable issue. Ne laisse pas à l'anxiété le luxe d'avoir le dernier mot. Décide de bouger, même si c'est contre ton gré. La peur se nourrit de l'attente. La sérénité se construit dans le mouvement. Si tu veux dissoudre l'anxiété, fais de l'action ton refuge le plus solide. Ne négocie pas avec la stagnation. Paye la dette émotionnelle par des actes, pas par des tours mentaux. La liberté n'est jamais dans l'attente. Elle commence toujours par le premier pas. 8. Construisez des rituels qui renforcent votre clarté. Je vais dire quelque chose qui n'est pas souvent admis. La plupart de vos journées ne s'effondrent pas à cause de grandes tragédies, mais à cause d'une accumulation de petites négligences internes. Je le vois en moi, et si vous êtes honnête, vous le verrez en vous aussi. Vous ouvrez les yeux, et vous traînez déjà la gueule de bois mentale d'hier. Les mots que vous n'avez pas dit, l'alerte invisible du téléphone, la sensation d'être en retard avant même de commencer. Vous vous préparez un café, mais vous ne savourez même pas la première gorgée, parce que votre tête est déjà en train de faire des listes, anticipant des échecs, passant en revue des comptes à régler. Votre attention est fragmentée, sautant comme une aiguille détraquée entre les stimuli, et même si votre corps bouge, la clarté est un luxe qui semble ne pas vous appartenir. Ce n'est pas que vous manquiez de volonté, c'est que vous avez transformé la dispersion en votre état de base. Chaque matin, l'esprit s'installe en mode automatique. Et quand vous vous en rendez compte, il est déjà midi, et vous n'avez même pas décidé quelle version de vous va piloter le reste de la journée. Ce que personne ne vous dit, c'est que cette brume mentale ne se dissipe pas d'elle-même. Ce n'est pas une question de chance, ni de génétique, ni d'attendre qu'un jour vous vous réveilliez l'esprit clair et la motivation intacte. Le chaos intérieur se combat avec de la structure, et c'est ici que les rituels entrent en jeu. Je ne parle pas de formules magiques ni de copier des routines d'autres dans des livres de développement personnel, mais de la construction délibérée d'ancrage personnel, de petites pratiques qui vous obligent à prendre le contrôle dès le premier instant. Je parle de détails concrets. Laissez le téléphone loin du lit pour ne pas commencer la journée en mode réactif. S'asseoir 5 minutes en silence pour respirer profondément avant de regarder n'importe quel écran. Écrire dans un carnet 2 lignes sur ce que vous voulez soutenir aujourd'hui, même si c'est inconfortable. Chaque geste est une déclaration. Aujourd'hui,
Je ne laisse pas mon esprit à la dérive. Le corps le ressent. Lorsque vous prenez cet espace, même minime, la tension dans les épaules baisse d'un demi-degré. La mâchoire se détend. Le pouls cesse de courir sans but. C'est presque imperceptible, mais la différence est réelle. Les rituels fonctionnent parce qu'ils envoient un signal clair au système. Ici, c'est moi qui commande, pas les impulsions, pas les notifications, pas l'anxiété héritée. Vous n'avez pas besoin de faire une retraite spirituelle, ni de vous lever à 5 heures du matin. Vous avez besoin d'un espace, même bref, où l'intention prend le dessus sur l'habitude. C'est inconfortable au début, parce que votre esprit va se battre pour revenir au pilote automatique. Mais chaque jour où vous maintenez le rituel, même maladroitement, vous renforcez le muscle de la clarté. Ne sous-estimez pas le pouvoir du minimum répété. L'esprit, tout comme le corps, a besoin de répétition pour changer de forme. Si vous commencez la journée en contrôle, même si ce n'est que pendant 10 minutes, vous n'êtes plus une victime de la dispersion des autres. Vous êtes l'architecte de votre présence. La clarté n'est pas un don réservé à quelques-uns. C'est une discipline qui se construit comme un mur de briques. Une chaque matin, sans excuse. Le monde peut être en chaos, mais vous décidez d'où vous vous reliez à ce chaos. Ritualisez la clarté, et le reste commence à s'organiser tout seul. Il y a une phrase que vous devriez retenir. Ce que vous répétez vous construit. Ne vous définissez pas par votre état mental d'aujourd'hui. Définissez-vous par le rituel que vous choisissez de maintenir chaque jour, même lorsque vous n'en avez pas envie. Parce que là, dans cet espace gagné à la sueur de votre front, se trouve la véritable différence entre vous laisser entraîner et choisir avec quelle mentalité vous allez vivre votre vie.